Bonjour à tous, merci d'être présent pour ce webinaire. Donc, c'est le second webinaire que j'anime pour le club TPE. J'ai un petit peu de temps pour me lancer. Le premier, c'était sur la prévoyance. Et là, aujourd'hui, le thème, c'est la rémunération du dirigeant. Ce que j'ai voulu, avant de démarrer ce webinaire, j'ai quelques petits préambules à vous faire. Tout d'abord, on va aborder des choses qui touchent notamment au réglementaire, au juridique. Et bien évidemment, vous connaissez le système français, c'est un système d'exception. Donc, par la force des choses, j'ai obligatoirement fait des choix pour ne pas faire un webinaire de 15 jours. J'ai occulté un certain nombre de détails d'exception. Donc, bien évidemment, mes slides, elles ne sont pas complètes volontairement. S'il y a des points de détail, des situations particulières, vous revenez vers moi en question. Okay. Voilà. Le but de cet exercice aujourd'hui, ça va pas être de faire, je l'espère, quelque chose de trop technique, même si ça obligatoirement ça va l'être un petit peu, mais surtout de faire un rappel sur les mécanismes principaux qui vont venir, qui vont venir régir la rémunération du dirigeant, notamment au niveau social et fiscal. Est-ce que mon écran est bien partagé? C'est bon. Alors, je me présente rapidement. Donc, moi, je suis Laurent Cortès. Je suis le gérant d'un cabinet qui s'appelle Pragma Conseil, que j'ai ouvert l'année dernière après avoir quitté un job de salarié dans un grand groupe de protection sociale pour exercer en tant qu'indépendant. Je suis consultant en protection sociale individuelle et collective, expert en rémunération du dirigeant, en optimisation patrimoniale, et j'ai également une casquette de courtier en assurance de la personne. Je suis membre associé du groupe Sofraco, qui est le premier réseau national de courtiers indépendants en protection sociale. Donc, au niveau de ce qu'on va aborder aujourd'hui, déjà dans un premier temps, je vais vous rappeler les mécanismes de la rémunération du dirigeant. Ensuite, on va aborder plus précisément ce qui touche, on va dire, au social. J'utilise des termes d'expert comptable. On va voir ce qui touche au social, voir ce qui touche au fiscal. Puis ensuite, on va regarder quelques leviers. Alors, je ne vais pas vous présenter une étude type, ce n'est pas le but. Le but, c'est d'avoir vraiment une vision un peu claire des différents mécanismes. Alors, déjà, de quoi on parle? On parle de mécanisme de rémunération du dirigeant. C'est assez simple, mais c'est important de rappeler. C'est je transfère une partie du patrimoine, donc de la richesse de mon entreprise vers mon patrimoine privé. Ça peut paraître basique comme ça, mais c'est bien là où est le nœud du débat. Bien évidemment, je peux être dirigeant sans avoir un patrimoine d'entreprise. Je ne suis pas obligé d'avoir une personne morale, on y reviendra, c'est un peu complexe, mais l'idée, c'est ça, c'est-à-dire que je crée de la richesse sur mon entreprise, puis à un moment donné, cette richesse, j'ai envie de la transformer en richesse privée, et donc, qu'est-ce que je vais payer? Mes charges, ma fiscalité, etc. Lorsqu'on parle de rémunération, on va bien sûr travailler sur la rémunération immédiate, mon pouvoir d'achat. On va aussi, bien sûr, regarder les impacts sur ce qu'on appelle les revenus différés, ma future retraite, puisqu'un choix de statut, ça va aussi impacter ma future retraite. Et puis, on va regarder également la protection de ces revenus. C'est vraiment les trois points, on y reviendra, qui sont importants lorsqu'on parle de rémunération. Donc, rémunération immédiate, rémunération différée et protection des revenus. C'est vraiment les trois points sur lesquels on va travailler, enfin sur lesquels moi je travaille. Les mécanismes de la rémunération d'un dirigeant, ils vont dépendre d'abord de la forme juridique et fiscale de l'entreprise dans laquelle il exerce, dans laquelle vous exercez tous. Et le traitement donc fiscal et social de cette rémunération, ça va être donc différent. Alors bien sûr selon la forme juridique de l'entreprise, le type d'entreprise, mais également selon le métier exercé. Notamment au niveau des charges sociales. Donc, vous verrez, on va se rendre compte au fur et à mesure où on va dérouler un petit peu les différents mécanismes qu'en fait, on n'est que sur des situations extrêmement particulières. Et puis, il est fort possible que chacun d'entre vous, dans ce webinaire, ait chacun une situation qui soit différente. Alors, un des premiers concepts qui est important, et j'en parle en premier pour que vous puissiez appréhender, on va dire, l'objectif. Lorsqu'on parle de rémunération, ce qui est important de comprendre, c'est cette notion d'enveloppe de rémunération. Qu'est-ce que je coûte à mon entreprise?
Ce que je coûte à mon entreprise, c'est donc cette partie de la richesse de mon entreprise que je vais vouloir transformer en richesse privée. Donc, il y a des pertes au passage, puisqu'une partie de cette enveloppe, elle va servir à payer mes charges sociales, hein, mes charges sociales contributives, mes charges sociales obligatoires, mes charges sociales productives de droit, vous verrez, on va y revenir aussi. Elles vont servir à payer ma fiscalité de façon générale. Et tout ce qu'on va regrouper dans la case fiscalité, on va y revenir également. Et puis ce qui reste, une fois qu'on a tout payé, ben, il me reste mon pouvoir d'achat. Okay. Donc bien évidemment, lorsqu'on va travailler sur une rémunération de dirigeant, moi je ne suis pas là pour créer de la richesse, hein, mais plutôt pour prendre une partie de cette richesse et regarder quelle est la meilleure façon de l'orienter vers votre patrimoine privé. Okay, donc cette notion d'enveloppe, j'y reviens, elle est ultra importante. Alors, les mécanismes de rémunération. Un cas simple. Je vous ai parlé tout à l'heure d'enveloppe. Donc, j'ai un budget global qui correspond à ce que je consacre à ma rémunération en tant que dirigeant. Cette enveloppe, donc, je vais donc venir enlever mes charges sociales, mes prélèvements sociaux. Vous voyez, les cases jaunes et je ne sais pas si vous voyez mon curseur de souris là, cases jaunes et orange. Une fois que j'ai enlevé ces charges sociales et mes prélèvements sociaux, il va rester mon revenu imposable. Ce revenu imposable, je vais enlever mon impôt sur le revenu. Okay, il va rester mon revenu net. Et mon revenu après impôt. J'ai simplifié, hein, mais j'ai extrêmement simplifié. Hein. Mais c'est ça le principe. Okay, donc, bien évidemment, la taille des. C'est pas obligatoirement proportionnel. Hein, c'est un schéma. Hein, okay. Si jamais une partie de ma rémunération, parce que je suis sur une forme entreprise, passe par de la distribution de résultats, on y reviendra par la suite, mais c'est important. On va donc avoir aussi une part de rémunération qui va correspondre à, je suis donc actionnaire de ma propre société, je vais donc distribuer un dividende, hein. Donc je vais donc avoir un résultat, une part du résultat de mon entreprise qui va être pour tout ou partie destinée à me rémunérer. Je vais donc payer mon impôt société, il va rester ce qu'on appelle un dividende distribuable. Ensuite, je vais payer des charges sociales ou non, ça va dépendre de mon statut. Je vais payer de l'impôt sur le revenu. Je vais payer des prélèvements sociaux. Il va me rester du revenu net. Dans ce cas-là, on parle bien d'une enveloppe totale, hein, qui va prendre en compte l'enveloppe liée à ma rémunération pure et l'enveloppe liée à la distribution de ce résultat. J'espère que tout le monde suit encore. Et donc, les deux revenus nets, on va les cumuler. Ça va me donner mon pouvoir d'achat. Donc, situation simple en haut, où on ne va pas avoir de distribution de revenus. Par exemple, je suis en entreprise individuelle ou je suis en SARL, mais je ne distribue pas de dividendes. Hein, voilà. Et puis, la situation complète, où on est sur une forme en société, où j'ai à la fois une rémunération de dirigeant, qu'elle soit salariée ou non salariée, le principe est le même, hein, avec des calculs différents, des taux, etc., mais le principe est le même, et une rémunération, une distribution de résultats qui va aussi passer par un autre tuyau, avec d'autres taux, un autre système, et qui va me donner à la fin un pouvoir d'achat. Donc c'est important de savoir que lorsqu'on travaille en termes de rémunération, on va travailler toujours sur une enveloppe totale jusqu'à un résultat pouvoir d'achat. Et toute simulation, toute optimisation qui ne prendrait pas en compte les deux paramètres, c'est-à-dire qu'on va partir de l'enveloppe totale jusqu'au pouvoir d'achat, prenant, je l'ai dit tout à l'heure, en plus en compte la future retraite, la protection des revenus, sera incomplète. Quand on parle d'optimisation de la rémunération, on ne va pas obligatoirement parler d'optimisation fiscale ou de diminution des charges, hein, ce n'est qu'une partie. Vous comprendrez mieux tout à l'heure les mécanismes. Ça, c'est vraiment important. J'espère que mon schéma est clair. J'ai passé beaucoup de temps. Okay, donc, je vais passer sur la slide suivante. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, donc optimiser, c'est quoi? C'est trouver à enveloppe égale un bon équilibre entre ses revenus immédiats, ici son pouvoir d'achat, ses revenus différés, sa future retraite, et la protection de ses revenus, donc sa prévoyance. Parce que bien évidemment, un choix de statut social, un choix de statut de dirigeant va impacter ma protection sociale. Et si je déplace le curseur, voilà, ça va obligatoirement changer tout ça. Et il faut bien évidemment toujours suivre ces trois éléments-là. C'est important également de dire qu'il peut y avoir des personnes pour qui le pouvoir d'achat immédiat est l'objectif majeur. Chacun est libre de ses choix. D'autres personnes pour qui
les revenus en retraite seront peut-être plus importants, en tout cas seront moins, vont être mis également dans les priorités, etc. La protection des revenus pour la famille. Une fois qu'on a vu ce principe, vous avez vu tout à l'heure, on a vu, lorsque je prends mon enveloppe, il va y avoir deux grands choses qu'on va devoir payer, on va dire entre guillemets, le social et le fiscal. Lorsqu'on parle du social du dirigeant, il est bien important de distinguer. Alors pourquoi le social et le fiscal? Il est bien important de distinguer d'un côté ce qu'on appelle le social, c'est-à-dire les charges sociales qui vont produire des droits, qui vont soit constituer des revenus en retraite, soit qui vont m'apporter des droits en prévoyance, une protection des revenus, qui vont me donner droit de la formation professionnelle, à des allocations familiales, etc. Des taxes qui, elles, ne produisent pas de droits. C'est de l'argent qui va dans le pot commun, tout ce qui dit impôts et prélèvements sociaux. C'est important également parce qu'à un moment donné, quand on joue sur certains leviers, on va s'apercevoir que des fois, c'est important de faire cette distinction. Alors, on a vu tout à l'heure, le traitement social du dirigeant, il dépend de la forme juridique de l'entreprise dans laquelle vous exercez et il dépend également de votre métier. Aujourd'hui, on va avoir deux statuts principaux. On va avoir des dirigeants qui vont avoir un statut de salarié, notamment les dirigeants de SAS ou de sociétés anonymes. On en rencontre un peu moins à La Réunion, de SAS ou de SAS unipersonnel, de CELAS, de SASU, c'est la même chose. En gros, savoir si on est en exercice libéral, si on est seul actionnaire ou non, mais au niveau fiscal et social, c'est la même chose. Okay. Et on va avoir des dirigeants qui vont être ce qu'on appelle des TNS, des travailleurs non salariés. Et ça regroupe les exploitants d'entreprises individuelles, ce qu'on appelle communément je suis en EI, en entreprise individuelle, profession libérale, etc. Je ne suis pas en société. Et également les gérants majoritaires de SAS. De IRL, de URL, de CELARL, de CELARLU et de toutes les déclinaisons de la SARL possibles, mais qui au niveau fiscal et social sont la même chose en fin de compte. C'est pas exact, c'est pas tout à fait. Je suis désolé de t'interrompre. Oui, je veux bien. Voilà, merci. Ce qui est important également de savoir, c'est qu'en tant que dirigeant, un statut de salarié, donc si je suis président de ma SAS à La Réunion, notamment, je suis donc un assimilé salarié, j'ai un statut de cadre dans mon entreprise. Il faut savoir que je n'ai pas les avantages des salariés classiques réunionnais, notamment les abattements de charges, l'ODEOM, puisque je suis dirigeant. Okay. Il faut savoir aussi que je ne cotise pas au chômage, et donc pas de droit au chômage non plus. Bon, je ne cotise pas, mais je n'ai pas de droit au chômage non plus. Donc des fois, les arguments, je fais une SAS pour être salarié parce que je veux le chômage, ça ne tient pas la route. Okay. Par contre, lorsqu'on est en TNS, on a un régime à La Réunion spécifique pour les TNS, où là, par contre, on bénéficie d'abattement de charges sociales. Abattement l'ODEOM. Ok. Donc, les charges sociales, donc tout ce qu'on a parlé tout à l'heure de ces charges sociales qui sont productives de droit. Donc, je vais cotiser à différents organismes qui vont venir m'apporter différentes choses. Elles se composent de quoi? Vous avez les allocations familiales, l'URSSAF, vous avez les cotisations pour la maladie, la maternité, assurance maladie. Vous avez vos cotisations pour les retraites de base, pour les retraites complémentaires, pour votre prévoyance complémentaire, en suivant votre statut, la contribution formation professionnelle. Ça, c'est les cotisations basiques d'un TNS. C'est évidemment pas complet, je suis désolé, je ne vais pas faire des slides avec tous les détails et les cas particuliers. On reste sur on va dire sur les bases. Okay. Et en fait, de votre statut et de votre métier, je l'ai dit tout à l'heure, vont dépendre les caisses de rattachement. Lorsque je suis salarié, je suis comme les salariés dans l'entreprise rattachés à la sécurité sociale, l'assurance maladie, l'assurance retraite, etc. Okay. Et lorsque je suis TNS, je vais être attaché à la SSI pour tout ou partie, la sécurité sociale des indépendants, et pour ma retraite, mes retraites de base complémentaires et mes caisses de prévoyance, je vais être rattaché à d'autres caisses qu'on appelle les caisses
des professions libérales. Et là, suivant votre métier, votre caisse de rattachement, vous avez des spécificités, aussi bien en termes de cotisation qu'en termes de prestations. Le but du webinaire, c'est de ne pas faire un inventaire de toutes les caisses de la protection sociale. Hein. Si vous avez des questions particulières, je vous y répondrai. Mais... OK. Donc, à quoi elles servent ces charges sociales? Elles vont me permettre, pour l'assurance maladie, de rembourser mes frais de santé, hein, le premier socle, hein, que je vais compléter par une mutuelle santé. Elles vont me permettre également d'avoir des indemnités journalières, c'est-à-dire un maintien des revenus en cas d'arrêt de travail, d'avoir des allocations familiales si j'ai une famille, d'avoir des droits, de constituer des droits à la formation professionnelle. Elles vont me permettre surtout d'avoir des revenus différés, donc je vais cotiser à des caisses de retraite qui vont m'amener de la retraite. On est dans des régimes toujours par répartition. Hein. Voilà. Ça va peut-être changer. Hein. On avait une réforme en cours, je ne sais pas ce qu'elle est devenue, que le coronavirus, elle est peut-être morte du coronavirus, on verra. Voilà. Et puis effectivement aussi les revenus de remplacement, la prévoyance. Alors, pas rentrer dans les détails, c'est extrêmement complexe suivant votre caisse, quelle part est de la SSI de votre caisse, suivant si vous êtes expert comptable, médecin, consultant, enfin, pas rentrer dans les détails, ce n'est pas le but d'aujourd'hui. Ça, c'est les principes de base. Il faut savoir que ces cotisations sociales, c'est important aussi, c'est qu'elles sont linéaires la plupart du temps, donc il n'y a pas d'idée de cotisation progressive, comme par exemple l'impôt sur le revenu, on y reviendra, qui est progressive, hein, plus on gagne, plus on paye. Okay, elles sont plutôt linéaires, et en général, elles sont même voire plutôt dégressives, c'est-à-dire qu'il y a un système de paliers qui fait que juste, sur un premier niveau, on va payer beaucoup, puis une fois qu'on dépasse certains niveaux de revenus, ça va diminuer pour certaines. Voilà. En tout cas, elles ne sont pas progressives. Elles sont soit linéaires par palier ou potentiellement plafonnées. Donc, elles ont plutôt tendance à être dégressives par rapport à une augmentation des revenus. C'est pareil, hein, pas rentrer dans le détail, ça serait trop complexe. C'est important de noter ça. Juste, je reste 3 secondes dessus, les différentes caisses de retraite et de prévoyance auxquelles vous pouvez être affilié suivant votre métier. Vous avez pour les artisans, les commerçants et puis un certain nombre de professions libérales aujourd'hui, suite à la réforme, vous avez la SSI, ex-RSI, maintenant gérée par la Sécurité sociale, c'est donc la Sécurité sociale des indépendants. Vous avez la CIPA pour les architectes et un certain nombre d'autres métiers, bon, puis toutes les caisses des professions libérales. Et elles ont toutes des spécificités en termes de cotisation et en termes de prestations. Important également, vos charges sociales facultatives, donc les cotisations retraite ou prévoyance que vous pourriez prendre à titre individuel. Je pense notamment à des contrats de retraite Madelin, par exemple, un PER, fiscalité Madelin, maintenant ça a changé, mais, ou des contrats de retraite en article 83, si vous étiez un dirigeant salarié. Bon, ça parle peut-être à certains et pas à d'autres, ce n'est pas le but. Il faut savoir que ces charges sociales, elles sont déductibles fiscalement. Alors à l'IR, si vous avez une société à l'IR, et à l'IS, si vous avez une société à l'IS. Okay. Donc il faut savoir également que les disponibles fiscaux, c'est-à-dire que les enveloppes que vous octroie l'État pour pouvoir vous constituer de la protection sociale complémentaire, que ce soit en prévoyance ou en retraite, elles sont beaucoup plus importantes pour des travailleurs non salariés que pour des dirigeants salariés. Alors, voilà pour les charges sociales. J'ai vraiment essayé d'être synthétique. Je suis désolé si je n'ai pas tout dit ou si j'ai été très, très basique. L'idée, c'est vraiment ce qu'il faut garder à l'idée, c'est je paye des charges sociales. Ce qu'on appelle des charges sociales, c'est des choses qui me créent des droits. Okay. Ensuite, vous avez le fiscal. Alors, le fiscal, on va dire, c'est, entre guillemets, les impôts et les contributions sociales. Donc, ce qu'on appelle aussi les prélèvements sociaux. CSG, CRDS, et contribution de solidarité. Okay. L'impôt sur le revenu, qui est progressif, sûrement celui qui est le mieux connu, et encore, je ne sais pas. Alors, il y a un S de trop, je suis désolé. Et puis, si vous êtes sur une société à l'IS, vous avez aussi de la fiscalité, qui est la fiscalité des sociétés, hein, ce qu'on appelle l'impôt société, l'IS, sur les bénéfices de l'entreprise.
Donc, je vais revenir sur ces 3 postes-là avec un certain nombre de choses basiques. Pareil, malheureusement, je ne rentre pas dans tous les détails, mais j'ai essayé de garder les choses qui étaient importantes pour vous et qui vont venir impacter votre rémunération et son organisation. Alors d'abord, les prélèvements sociaux. C'est sûrement l'impôt qui est le plus mal connu, par expérience. Quand je rencontre des dirigeants, c'est souvent la partie qui est la plus mal connue. Parce qu'elle est un peu transparente. Elle est souvent payée en amont par l'entreprise en même temps que les charges. Il y a une grosse confusion entre qu'est-ce qui est charge sociale, qu'est-ce qui est prélèvements sociaux, sur quoi c'est basé, les assiettes, etc. Et voilà, donc c'est important d'y revenir à mon point de vue. C'est quoi les prélèvements sociaux? D'abord, c'est un super impôt. Bon, il a été créé, ça s'appelle des prélèvements sociaux, ça a été créé la CSG, la contribution sociale généralisée, la CRDS, la contribution au remboursement de la dette sociale, hein, c'est des choses qui ont été rajoutées en termes de fiscalité pour venir combler le trou de la Sécu, pour parler comme ça. C'était des choses qui avaient été mises en place de façon temporaire, hein, je crois que c'était en 91, si mes souvenirs sont bons, donc c'est du temporaire qui dure un petit peu, hein, bon, on est en France, hein, voilà. Et donc, c'est vraiment de la fiscalité qui s'applique à tous les revenus, aussi bien les revenus d'activité que les revenus de placement, c'est-à-dire les revenus patrimoniaux, et également sur les revenus de remplacement, que ce soit vos allocations chômage, si demain vous étiez au chômage, ou potentiellement vos futurs revenus en retraite, ou vos rentes pour les personnes qui sont en invalidité, les revenus de remplacement. Donc, il y a différents taux. Ce qu'il faut noter ici, ce qui va toucher la rémunération du dirigeant, ce qui est important, c'est de savoir que vos revenus d'activité, c'est-à-dire sont soumis à des prélèvements sociaux avec un taux global de 9,7. Vous voyez, on a CSG, CRDS, 9,2 plus 0,5. Avec une part déductible à l'IR. Alors, je ne vais pas rentrer dans l'explication de la déduction, de la remontée de la déductibilité à l'IR des prélèvements sociaux, parce que je pense que ça va être un peu complexe, mais on va dire que quand on paye des prélèvements sociaux, il y a une partie qui va venir baisser notre impôt sur le revenu, pour faire simple. Par contre, vous voyez que les revenus de placement, les revenus patrimoniaux, et notamment ce qu'on appelle les revenus de capitaux mobiliers, notamment donc les dividendes, c'est-à-dire que si demain vous êtes en société et que vous versez des dividendes, elles vont être soumises à des prélèvements sociaux qui, eux, vont avoir une petite couche en plus qui s'appelle le prélèvement de solidarité de 7,5. On va avoir des prélèvements sociaux à 17,2. Bien évidemment, quand je décide de basculer une part de ma rémunération de la case revenu d'activité à revenu de capitaux mobiliers, il y a cet impact-là. Et là, c'est très intéressant de le noter. Il faut savoir qu'il y a une particularité pour les dividendes du gérant majoritaire de SARL, c'est qu'elles tombent dans les revenus d'activité, étant soumis à charge sociale. J'y reviendrai après. Là, ça commence à devenir peut-être un peu technique. J'espère que je ne vais pas perdre la moitié des participants. Mais c'est important de noter. Souvenez-vous qu'il y a un taux beaucoup plus important au niveau des prélèvements sociaux sur les dividendes, revenus de capitaux mobiliers, notamment les dividendes de SAS. Une fois qu'on a parlé des prélèvements sociaux, on va aborder l'impôt sur le revenu. Alors l'impôt sur le revenu, tout le monde le connaît. C'est un impôt qui est, c'est l'impôt qu'on paye sur l'intégralité de tous ses revenus, hein, que ce soit ses revenus professionnels, hein, ses salaires, ses rémunérations de gérance, son BNC, son BIC si on est en entreprise individuelle, okay, qui sont également, qui viennent également, qui sont également appliqués sur vos revenus fonciers. Si vous êtes propriétaire et que vous louez des biens, sachez que les revenus fonciers viennent aussi, rentrent aussi dans votre revenu imposable. Et c'est un impôt qui est progressif, c'est une taxation progressive, tout le monde le sait. C'est-à-dire qu'en fait, plus je gagne d'argent et plus je paye d'impôts. Et ici, c'est la courbe. Alors, elle n'est peut-être pas tout à fait à jour avec les taux 2020, mais l'idée, c'était de vous montrer une courbe. Donc, on voit bien que plus mes revenus augmentent, plus ma part d'impôt augmente. Et vous voyez ici, hein, le ratio 25-30. Hein. Donc, et le niveau où mon impôt, on va dire, donc ça marche par tranche. Hein, vous voyez ici le tableau à droite. Okay, ça, c'est les tranches de 2020. Donc, vous voyez que comment on fait, si je gagne 80 000 euros, je vais saucissonner mes revenus et je vais appliquer le taux sur chaque tranche. Et
on va dire le sommet de mes revenus, là où il va être placé dans une tranche, la tranche la plus haute par rapport à mon revenu, qu'on appelle la tranche marginale d'imposition. Ça, c'est super important parce que c'est aussi là où on va voir le levier de certains dispositifs. La tranche marginale d'imposition dans laquelle on est va vous donner va permettre de calculer l'impact fiscal de certains dispositifs. Donc, par exemple, vous voyez ici à droite, hein, si je gagne 85 000 euros, ben, j'ai une partie de mes revenus qui sont imposés à 41%, et donc ma tranche marginale d'imposition est 41%. Mais mon taux moyen d'imposition, une fois que j'ai saucissonné et appliqué tous ces niveaux, il n'est pas de 41%, on est d'accord. Donc, deux choses importantes en termes d'impôt sur le revenu. Le taux moyen, je calcule le montant de mon impôt divisé par mes revenus, ça me donne un taux moyen. Et la tranche marginale, à savoir dans quelle tranche je suis, dans quelle tranche je paye l'impôt le plus élevé. Okay. Faut savoir, Laurent, j'ai juste une petite question sur le slide d'avant, s'il te plaît. Oui. Sur celui-ci. Juste une. Oui, voilà. Non, l'autre, avec les tranches. Juste pour être sûr d'avoir bien compris. Si je gagne 80 000 euros, je paye 41% de 73 000 à 7 000 euros, en fait. Et après, par contre, tous les autres, je suis au pourcentage associé aux tranches. C'est ça? Tout à fait. C'est-à-dire que tous mes revenus entre 0 et 10 064, je ne paye pas d'impôt. Tous mes revenus entre 10 065 et 25 659, je paye 11%, etc. Ok, merci. Même par tranche d'imposition. Alors, une fois qu'on a… Pardon. Moi, j'ai aussi une question sur le même slide, en effet. Et aussi, tout dépend de la composition du foyer. Merci Ingrid, j'en parle dans 2 slides. Pardon. Non, mais merci d'annoncer le sujet. Donc, pourquoi j'en parle après du quotient familial? Parce que avant d'appliquer le quotient familial, donc on va appliquer le mode de calcul qui suivant la composition du foyer fiscal, permet de calculer l'impôt. On va d'abord vraiment calculer quel est le montant du revenu imposable. Et donc, on va venir de ce montant de revenus, hein, le montant des revenus de la famille, montant global, on va venir déduire un certain nombre de charges qui sont déductibles, ce qu'on appelle les déductions d'impôt. Okay. Il y a 3 catégories hein, d'avantages fiscaux. Il y a ce qu'on appelle les déductions d'impôt, déduction du revenu imposable. Ensuite, vous avez les réductions d'impôt qui viennent réduire l'impôt global. Et puis le crédit d'impôt qui viennent le réduire et éventuellement passe en positif si vous ne payez pas d'impôt. Je reviens après. Hein. Donc les charges déductibles du revenu brut global, comme vous le voyez ici à droite, je prends tous mes revenus, je déduis mes charges déductibles. Okay. Et ensuite, ça me donne un montant. Et ensuite, je fais mon calcul. Quelles sont-elles? Il va y avoir vos cotisations de retraite complémentaires faites à titre privé. Cotisation, alors avant, on parlait de perte, maintenant c'est le PER. Il va y avoir les déficits globaux des années antérieures, c'est notamment du déficit foncier, par exemple. Vous allez avoir la fameuse fraction déductible de la CSG sur les revenus du patrimoine, donc qui remonte à ce niveau-là. Les pensions alimentaires, les prestations compensatoires si vous en versez à votre ex-mari ou ex-épouse, bon, etc. Je ne rentre pas dans le détail. Donc, on déduit tout ça, et ça nous donne un montant. Et ce montant, alors oui, important, pardon, excusez-moi, ça nous donne un montant. Il est bien évidemment, vous avez vu tout à l'heure, le système de tranche fait que lorsqu'on vient appliquer des réductions de revenus imposables, on vient toujours diminuer le montant, et donc on vient faire des économies d'impôt dans la tranche marginale. On est d'accord que si je suis à 80, on avait vu tout à l'heure l'exemple, si je suis à 90 000 euros et que je fais une déduction de 5 000 euros, ben, l'impact fiscal dans ma tranche à 41%, elle va être de 41% de ma déduction. Donc ça permet notamment de savoir quel est l'impact réel de cotisation de retraite. Si je mets en place un contrat de retraite à titre personnel, ben, bien évidemment, plus je paye d'impôts et plus c'est efficace pour moi. OK ? Donc, les déductions viennent toujours écrêter la tranche marginale d'imposition la plus élevée. Okay. Une fois qu'on a ce montant, s'applique une deuxième moulinette qui s'appelle le calcul du quotient familial. Donc, vous savez qu'on paye l'impôt, on est par le biais de ce qu'on appelle le foyer fiscal. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, on déclare un foyer fiscal hein, avec son conjoint, avec son partenaire de Pacs, okay, et on met les enfants dedans, et puis ça nous donne un certain nombre de parts. Ah, donc vous voyez ici le tableau, hein, le nombre de parts fiscales d'un foyer fiscal. Ben, par exemple, si je suis
on va dire quelqu'un qui est marié avec 2 enfants, c'est 3 parts fiscales. Une famille mariée avec 2 enfants, c'est 3 parts fiscales. Marié avec 3 enfants, c'est 4 parts, parce que les enfants, ils apportent une demi-part, mais à partir du 3e, c'est 1 part. Voilà, donc voilà, c'est encore un système extrêmement simple, qui vient encore s'ajouter à toutes les choses simples qu'on a vues avant, mais c'est important de comprendre ce mécanisme, ce qui s'applique à tous. Donc, comment on fait comment ça fonctionne, en fait? Ben, c'est assez simple. Imaginons que le revenu global du foyer serait de 100 000 euros. Bien évidemment, si on applique l'impôt progressif, on est d'accord que mes revenus ils vont rentrer dans des tranches marginales super élevées. Pas logique. Donc, en fait, on va diminuer ce revenu global par le nombre de parts. Ça va nous donner le quotient familial. Ensuite, on va appliquer l'impôt. On va calculer l'impôt sur ce chiffre. Et une fois qu'on a calculé l'impôt, on va le remultiplier par le nombre de parts. Bien évidemment, l'État a mis un garde-fou. Il y a un système de plafonnement de l'avantage du quotient familial. Si, pour des gens qui paieraient beaucoup d'impôts, ce calcul-là ferait baisser l'impôt de plus de 1 567 euros par demi-part, ben, ça serait ce plafond-là qui serait appliqué. Okay. Je ne sais pas si c'est très clair. On y reviendra si vous souhaitez. On reviendra après pour ceux qui veulent, après le webinaire. Okay. Donc, je prends le montant global, je divise par le nombre de parts. Ben, par exemple, j'ai 50 000 euros à 2, je n'ai pas d'enfant, 2 parts, je divise 25 000 euros, j'applique le barème progressif sur 25 000, ça me donne un montant d'impôt, je remultiplie les 25 000, le montant d'impôt par 2, ça me donne l'impôt global du foyer fiscal. Okay. Quand on commence à avoir des enfants, des personnes à charge, ben, ça rend les choses beaucoup plus complexes. Okay, donc ben voilà, CQFD, le montant de l'impôt dépendra donc beaucoup de la situation du foyer fiscal. Donc, bien évidemment, lorsqu'on va faire une étude de rémunération d'un dirigeant, ben, obligatoirement, on doit connaître la situation du foyer fiscal, les revenus du conjoint, les défiscalisations qu'il peut y avoir, tous les abattements, vraiment la situation fiscale personnelle, on doit la connaître parfaitement parce que sinon, on n'aura pas une réelle vision des impacts des différents choix. Okay. Une fois qu'on a ce montant d'impôt, c'est là que s'appliquent les réductions et les crédits d'impôt. Okay. Les réductions et les crédits d'impôt, elles viennent on va dire en compensation. L'État vous apporte une compensation fiscale face à des investissements. Alors, certains donnent droit à réduction et d'autres à crédit d'impôt. La réduction d'impôt, pour faire simple, j'ai un impôt de 5 000, j'ai une réduction de 6 000, mon impôt sera à 0, mais on ne me rend pas 1 000. Un crédit d'impôt, j'ai un impôt de 5 000, j'ai un crédit d'impôt de 6 000. Non seulement je ne paye pas d'impôt, mais on me rembourse 1 000 euros. OK ? Voici la liste des différentes dépenses ouvrant droit à réduction et à crédit d'impôt. J'ai mis en gras celles que moi je retrouvais le plus souvent chez les dirigeants chez qui je travaillais à La Réunion. Il y en a d'autres. Hein. C'est celles qu'on trouve toujours en termes de réduction d'impôt pour ceux qui ont des enfants, c'est les réductions pour enfants scolarisés. C'est également les investissements dans l'immobilier locatif, hein, notamment pour les gens qui ont fait de la défisque, la défisque dans les DOM ou en métropole, par les différents dispositifs. D'autres choses aussi qu'on peut trouver. Et en termes de crédit d'impôt, ce qu'on retrouve aussi systématiquement, les frais de garde de jeunes enfants pour les personnes qui ont des enfants en bas âge, et souvent l'emploi d'un salarié à domicile. Les dirigeants, souvent, sont des gens très occupés, et donc ils emploient quelqu'un à domicile, ça c'est du crédit d'impôt. Plus pas mal d'autres. Et aussi la transition énergétique, les travaux au domicile pour améliorer la dépense énergétique du foyer. Je vous passe sur la liste. Hein. Donc, on a calculé mon impôt et on met en place le système de déduction. Il faut savoir bien évidemment, comme tout à l'heure, on a mis en place un plafonnement des avantages du quotient familial. L'État a mis également aussi ce qu'on appelle un plafonnement des niches fiscales. Aujourd'hui, c'est 10 000 euros. C'est une enveloppe un peu plus grande si on prend en compte les investissements de type immobilier, notamment immobilier outre-mer, ou si vous avez des investissements qui ont été faits dans les années antérieures, sur lesquels on a gardé les avantages acquis. Voilà. Gardez en tête que c'est 10 000 euros de base, 18 000 avec les investissements immobiliers. Voilà. Très bien évidemment, ce ne sont que des cas particuliers. Okay. Alors, à cet impôt progressif, notre cher président a ajouté en 2017 une nouvelle possibilité.
très inspiré par les fiscalités anglo-saxonnes, qui s'appelle d'ailleurs, son nom l'indique, s'appelle la flat tax, hein, ça ne s'appelle pas l'impôt plat. Okay. C'est quoi? C'est simplement la possibilité d'opter sur les revenus de capitaux mobiliers pour une imposition forfaitaire. Okay. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail sur comment sont imposés de façon classique les dividendes, mais en fait, il faut savoir que on a dorénavant ce choix qui est sur les revenus de capitaux mobiliers de pouvoir bénéficier d'un impôt linéaire à 12,8 au lieu d'avoir un impôt progressif. Bien évidemment, savoir si c'est intéressant ou pas intéressant dépend de la situation personnelle. Okay. Lorsqu'on parle de flat tax à 30%, on entend souvent ça. Ah oui, la flat tax, 30%, je paye 30%, je suis tranquille. Il faut savoir que dans ces 30%, en fait, il y a bien 12,8 d'impôts sur le revenu, okay, et 17,2 de prélèvements sociaux. C'est les prélèvements sociaux à 17,2 dont je vous ai parlé tout à l'heure. Okay, 17,2 plus 12,8 égale 30. Là, on se rend bien compte que le taux de 12,8, il n'a pas été trouvé pour des raisons budgétaires, de calcul de besoins, hein, mais c'est bien un effet marketing. Hein. Il fallait faire un chiffre rond. On est d'accord. Hein. Bien évidemment, ce n'est qu'une option. À la flat tax, on peut aussi opter pour une imposition au barème progressif. Les réductions. Alors, si on a fait le choix d'imposer ces dividendes à la flat tax, bien évidemment, c'est en dehors de la déclaration d'impôt classique et ça ne bénéficie pas des déductions, etc., des différents dispositifs qu'on a vus juste avant. OK. Donc, on a vu premier niveau, prélèvements sociaux. OK. Deuxième niveau, l'impôt sur le revenu. Et troisième niveau, alors pour les dirigeants qui distribuent des résultats, décident de se rémunérer en partie sous forme de dividendes, hein, donc de distribuer les résultats de l'entreprise aux actionnaires. Il va donc avoir une part de fiscalité subie par le dirigeant sur sa rémunération qui sera de l'impôt société. L'impôt société, ça touche un certain nombre de sociétés, okay, les sociétés soumises à l'impôt société. Il faut savoir que, bizarrement, les sociétés, elles sont de facto à l'IS, mais on peut faire le choix de les mettre à l'IR. On peut avoir une SARL à l'IR, okay, notamment une SARL de famille. Alors, je ne rentre pas dans les détails non plus, mais on peut aussi décider d'avoir une entreprise individuelle à l'IS, pourquoi pas, ou une IRL à l'IS. On va dire que la règle de base, les sociétés sont en général à l'IS. En général. Okay, donc, comment ça fonctionne l'impôt société? C'est un impôt de fait qui a été revu par le gouvernement aussi et dont les taux ont beaucoup baissé ces dernières années. Donc, des stratégies de rémunération qui ont été faites, par exemple, en 2014 ou en 2015, à l'époque où on avait un impôt société à 33,1. Okay, maintenant, avec un impôt qui cette année est à 28 et va aller progressivement jusqu'à 25% en 2022, bien évidemment, ces stratégies, il faut les revoir hein, parce que c'est plus pareil. On n'est plus dans les mêmes cases fiscales. Donc, comment ça fonctionne l'impôt société? Alors, pour les sociétés qui font un chiffre d'affaires à moins de 7,63 millions d'euros, on va avoir une première tranche d'impôt société à 15%, okay, jusqu'à un résultat de 38 120 euros. Okay. Donc, une espèce de première tranche, un peu comme l'impôt progressif qu'on a vu tout à l'heure sur le revenu. Et ensuite, on va avoir un taux qui aujourd'hui, vous voyez, on est là en 2020, hein, c'est 28%, sauf pour les sociétés qui sont à plus de 500 000 euros de chiffre d'affaires, où là, on est à 31. En 2021, vous voyez que ça va baisser. L'idée, c'est d'uniformiser à 25% l'IS en 2022. Okay. C'est important aussi de le noter. D'un côté, voilà, c'est donc cet impôt donc est en train de baisser et donc du coup il va rendre peut-être plus intéressant dans certains cas la distribution de dividendes plutôt que de la rémunération à l'IR. J'ai perdu combien de personnes là? C'est bon, 20 personnes. Ok, donc on a vu les trois points principaux. Maintenant, je vais vous montrer un petit tableau de synthèse. J'ai essayé de mettre les points qui semblaient importants.
sur, on va dire, les 4 principaux statuts qu'on va trouver aujourd'hui sur des dirigeants suivant la taille de l'entreprise. Et puis quelques points qui sont importants de noter. Vous avez d'abord souvent un statut qui est choisi pour les créateurs, qui est ce qu'on appelle la micro-entreprise. Hein, c'était l'auto-entrepreneur, maintenant c'est devenu la micro-entreprise, parce qu'il y avait déjà, mais enfin, aujourd'hui tout est centralisé sur la micro-entreprise. Alors quand on est en micro, on est travailleur non salarié, on est dans ce qu'on appelle le micro-social, voire même ce qu'on appelle le micro-fiscal. Donc en fait, ces charges et ces impôts, elles sont calculées en mode forfaitaire. Okay, et alors, en fait, en tout cas, les charges sociales sont calculées de façon forfaitaire. L'impôt, on peut faire ce choix-là ou mettre ses revenus dans l'IR classique avec un abattement. Enfin, voilà. Okay. C'est un système qui a l'avantage d'être extrêmement simple. C'est surtout l'avantage qu'il a. Par contre, il y a peu, voire pas de levier, puisqu'on est on est à l'IR, hein, entre guillemets, hein, on est sur un exercice à l'IR, donc il n'y a pas de levier de type rémunération dividende. Et notamment cette idée de forfait qui s'applique, cette idée de forfait, de forfaitisation, rend aussi également inefficaces tous les dispositifs déductibles type loi Madelin, qu'on peut mettre en place sur d'autres statuts. Okay. Pareil, je ne vais pas plus dans le détail là-dessus, si vous voulez des questions sur les statuts micro, on va en parler après. Ensuite, vous avez l'entreprise individuelle. Alors, entre entreprise individuelle, c'est quoi? J'exerce, je suis commerçant, je n'ai pas créé de société, j'exerce en nom propre, ce qu'on appelle l'exercice en nom propre, l'exercice libéral. Hein. Je suis à l'IR, ça fonctionne de façon extrêmement simple. Je fais un chiffre d'affaires, je déduis toutes mes charges, notamment mes charges sociales, notamment mes charges de retraite complémentaires, facultatives que j'ai pu mettre en place. Okay. Il va me rester un bénéfice. Ce bénéfice, c'est ce qu'on appelle le BIC pour les commerçants artisans et le BNC pour les libéraux, hein, bénéfices industriels et commerciaux et bénéfices non commerciaux. Okay. Et ce bénéfice, c'est sur ce bénéfice que je vais subir à la fois mon chargement social et mon chargement fiscal. Je n'ai pas le choix, je fais les comptes et à la fin, tout ce qui reste, je paye mon impôt sur l'année dessus. Donc, il n'y a pas de levier en termes d'arbitrage de rémunération ou de possibilité, par exemple, de ne pas distribuer des revenus pour une année, etc. Les investissements, il n'y a pas de patrimoine professionnel, les investissements immobiliers, etc., ils sont faits à titre privé. Enfin, donc, c'est un mode d'exercice, on va dire aujourd'hui, qui est en train progressivement de disparaître au profit de l'exercice en société. Moi, c'est ce que je vois, pour plein de raisons. On pourra en discuter aussi. Par contre, il faut savoir qu'en entreprise individuelle, on a vu tout à l'heure, effectivement, j'ai un statut TNS, donc mes charges sociales elles bénéficient des abattements LODEOM. Et aujourd'hui, les charges sociales, plus ou moins, les charges sociales d'un TNS, on va dire, c'est plus ou moins 25%. À peu près. Okay. Ensuite, vous avez un statut qui est le statut de dirigeant salarié. Donc, j'ai monté une SAS, par du temps, rarement une SA, mais une SAS, pour plein de raisons, souvent qu'on ne maîtrise pas d'ailleurs en tant que dirigeant. Voilà. Et j'ai fondé une SAS, et donc je suis dirigeant de cette SAS, et je suis donc un salarié cadre de mon entreprise, je suis président. Okay. Donc, je suis salarié cadre pour mes fonctions. Pour mes fonctions techniques, je peux aussi être uniquement mandataire social non appointé, hein, c'est-à-dire que je peux décider de ne pas avoir de revenus et prendre que des dividendes. C'est le cas en termes de protection sociale, c'est un peu limite, mais ça permet, il y a des choses qu'on peut faire aussi. Je suis donc un salarié, et si jamais je me rémunère sous mon entreprise avec un mandat de dirigeant salarié, je perds donc les avantages de la LODEOM des salariés, okay, et j'ai un niveau de chargement social qui est autour de 40%. On voit bien qu'il y a une différence entre 25 et 40. Hein. Okay. Le traitement fiscal de ma rémunération, c'est ce qu'on appelle traitement et salaire, parce que je suis un salarié. J'ai un abattement de 10% pour frais. Si je décide de faire l'abattement au forfait, sinon je peux le faire au réel aussi. Hein. Vous savez que chaque salarié peut le faire. Okay. Et si jamais je distribue du dividende, elles seront non soumises à charge sociale. Par contre, ce sont des dividendes de capitaux mobiliers. Elles subiront un taux de prélèvement à 17,2. Okay. Quant au dispositif fiscal qui va me permettre d'améliorer ma protection sociale, c'est régi par ce qu'on appelle l'article 83, avec un certain nombre de limites qui sont moins importantes,
que celle qu'on peut avoir en tant que non-salarié. Okay. Et puis ensuite, le dernier statut qui est le statut de gérant majoritaire de SARL. Alors, on peut être aussi gérant minoritaire salarié de SARL, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais souvent, moi, les dirigeants que je rencontre possèdent leur entreprise, hein, donc ils sont souvent majoritaires. Là, et bien sûr, SARL, EURL, hein, là, c'est la même chose. Et j'ai donc une rémunération qui est régie par l'article 62 du Code général des impôts, hein, c'est spécifique aux gérants majoritaires de SARL. Je bénéficie des abattements LODEOM sur mes charges sociales. Au niveau fiscal, c'est également traitement et salaire, donc du coup, j'ai bien l'abattement de 10% au forfait ou une déduction au réel de mes frais professionnels. Mes dividendes, si jamais je distribue du dividende en tant que gérant majoritaire, elles vont être soumises à charge sociale, c'est-à-dire que mes charges sociales vont être calculées sur ma rémunération de gérance plus mes dividendes. Okay. Donc, elles vont être aussi productives de droit. Hein. Il faut voir aussi le verre à moitié plein. Je vais donc payer des charges donc constituer plus de retraite, notamment. Okay. Et par contre, en compensation, elles vont subir un taux de prélèvements sociaux beaucoup plus bas, puisqu'elles vont subir un taux de prélèvement social à 9,5 au lieu de 17,2. Okay. Et au niveau de ma protection sociale, je peux bénéficier des dispositifs type Madelin, déductibles, et avec des enveloppes, hein, des capacités plus importantes que pour un salarié. Là, je vous montre un petit tableau. Alors, une fois qu'on a vu ça, les différents statuts, moi aujourd'hui, souvent, une fois qu'on a fait les études, il y a souvent peu de discussions sur l'intérêt, quand on arrive à un certain niveau de revenu, de passer d'un mode entreprise individuelle à un mode société. Okay. Donc souvent, on est sur ce qu'on appelle du changement de statut. Ça implique pas mal de choses, hein, notamment qu'est-ce qu'on va faire du fonds de commerce. Hein, est-ce que je vais faire un apport en nature à ma nouvelle société? Est-ce que je vais me le racheter à moi-même via la nouvelle société? Enfin là, on ne va pas rentrer dans ce débat-là ce soir. Okay. Par contre, moi, ce que je rencontre souvent aujourd'hui, ce sur quoi on consulte beaucoup, c'est souvent les comparatifs entre un statut SAS et un statut SARL. Beaucoup de dirigeants qui sont en SAS. Plein de raisons, hein, notamment, il y a eu le RSI bashing à un moment, pour des bonnes et des mauvaises raisons. Il ne fallait surtout pas être au RSI. Il y avait aussi le fait il y avait aussi le fait, effectivement, que certains avantages étaient, qu'il y avait aussi, notamment au niveau des dividendes, il y avait des avantages qui se fait aujourd'hui, enfin, etc. Voilà. Donc moi, ce que j'ai fait un tableau ici où j'ai comparé une situation assez simple, hein, on est d'accord. Je suis célibataire sans enfant, ok, et je gagne, et j'ai une enveloppe de rémunération de 300 000 € par an. Okay, donc je suis plutôt un bon parti, hein, pour les dames célibataires. Et voilà. Donc si aujourd'hui j'exerce, vous voyez en haut là ici, hein, j'exerce en SAS. Et là, donc non seulement j'ai projeté cette enveloppe de rémunération sur une SAS, mais en plus j'ai fait le meilleur arbitrage possible entre rémunération et dividende. On a ce qu'on appelle faire un arbitrage rémunération-dividende dans notre jargon. Okay. Le meilleur ratio qu'on peut trouver va me donner un pouvoir d'achat à 156 415 une fois que j'ai tout payé. Qu'est-ce que j'ai payé? J'ai payé 131 727 € d'impôts non productifs de droit quand je cumule l'IS, l'IR et la CSG, CRDS. Okay, et 11 858 de charges sociales. Pourquoi? Parce que cet arbitrage, lorsqu'on est en SAS et qu'on privilégie le pouvoir d'achat, le chargement élevé du salaire fait qu'on va privilégier du dividende. Le dividende va bêcher mes charges, par contre, il va augmenter fortement ma fiscalité. Okay. Vous comprendrez rapidement que si je paye moins de charges, évidemment, ça a un impact un petit peu désastreux sur ma future retraite. On va dire que là, je ne m'en suis pas encore occupé de ça. Okay. Je suis face à quelqu'un qui me dit la retraite, je m'en fous. Ce qui compte, c'est d'avoir du cash aujourd'hui parce que je vais acheter de l'immobilier pour faire ma future retraite. Donc, voilà le résultat optimisé en SAS. Je projette sur une SARL et on se rend compte qu'en faisant le meilleur arbitrage possible, on va réussir à générer 160 646 € de pouvoir d'achat. Donc, on va
améliorer les revenus immédiats, okay, on va diminuer la fiscalité, on va augmenter les charges sociales. Donc, je vais aussi augmenter ma future retraite, parce que je cotise plus, et ma protection des revenus. La moralité de l'histoire, c'est qu'à enveloppe égale aujourd'hui, alors de face toujours pareil, on ne va pas faire de généralité, mais on va dire le plus souvent, la plupart du temps, la SARL est plus avantageuse pour le dirigeant. Okay. Si en plus je prends en compte le gain ou la non-perte de droits en retraite, okay, il n'y a pas photo. Okay. Donc les discours que j'entends souvent, moi, alors là, j'en profite pour le dire, j'entends souvent des discours qui sont oui, moi j'ai privilégié la SAS, je prends que du dividende. Nickel, je ne paye pas de charge sociale. Super, on voit bien, hein, je ne paye pas de charge sociale. Hein. Mon impôt, c'est tellement compliqué, il y a une telle partie qui passe en flat tax, etc., que du coup, j'ai l'impression de ne pas payer beaucoup d'IR. Et puis, moi, je fais ma retraite avec mon immobilier à titre perso. Okay. Sauf que la réalité, parce que je génère du pouvoir d'achat supplémentaire. Sauf que la réalité, c'est qu'on ne génère pas de pouvoir d'achat supplémentaire. Bien évidemment, vous oubliez tout ce que je vous ai dit. Cette étude, c'est une étude, c'est un cas particulier, okay, mais ça donne un certain nombre de règles. Si vous voulez étudier vos cas personnels, je suis à votre disposition. Mais c'est important pour moi d'aller un petit peu contre ces idées reçues que j'entends beaucoup trop souvent. Okay. Alors, je crois que c'est mon avant-dernière slide. J'ai mis un petit peu quelles pouvaient être aujourd'hui les pistes d'optimisation. Alors, je ne suis pas rentré, bien évidemment, dans le détail des pistes qui pouvaient impliquer du patrimonial hein, lié à un changement de statut, hein, notamment, que je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, des choses comme le rachat des parts sociales, enfin en tout cas le transfert des parts sociales, le rachat des parts sociales vers une nouvelle société, etc. C'est un peu complexe. Mais qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Si je suis en micro-entreprise, pas faire grand-chose à part changer de statut, malheureusement. Si je suis en entreprise individuelle, ben, je peux éventuellement changer de statut pour aller à l'IS, pour me permettre d'avoir les leviers. C'est peut-être pas intéressant pour moi parce que les leviers d'optimisation, rémunération, dividende, ils sont intéressants à partir d'un certain niveau de revenu. Hein. Pas croire qu'on peut optimiser à un niveau de revenu moyen. C'est destiné quand même à des personnes qui ont une enveloppe importante. Okay. Par contre, je vais pouvoir jouer sur des dispositifs, notamment sur la protection sociale. On a vu que là, je pouvais utiliser les dispositifs Madelin, notamment. Donc, je vais pouvoir, pourquoi pas, arbitrer sur mes revenus immédiats et mes revenus différés. Si je suis en SAS, qu'est-ce que je peux faire? Je peux changer de statut. Alors, bien évidemment, je ne vais pas retourner vers une entreprise individuelle. On va plutôt aller vers une SARL, si c'est intéressant. Sans changer de statut, je peux toujours faire un arbitrage rémunération-dividende. Okay. Ce dont on se rend compte aussi, alors je fais une dernière parenthèse sur les dirigeants de SAS, c'est que souvent, la stratégie qui a été vendue au départ, c'est vous allez faire du dividende beaucoup, et puis on va mettre un salaire au minimum juste pour valider la retraite, et puis ça ira. Sauf que la réalité, c'est que le dividende, on se le verse en fin d'année, okay. Le salaire, on en a besoin tous les mois, donc finalement, on a pris la décision de prendre un salaire beaucoup plus élevé, pour avoir une rémunération fixe, donc des charges plus élevées, etc. Et qu'au final, ce qu'on fait de sa SAS, ça ne correspond pas à l'objectif de départ. Et les coûts ne sont pas du tout les mêmes. Donc, je peux aussi donc, faire des arbitrages entre mon salaire de cadre, mes dividendes, et puis éventuellement ma rémunération immédiate et ma rémunération différée. Et puis, lorsque je suis gérant majoritaire de SARL, je peux retourner vers un statut SAS aussi, c'est possible. Puis je peux faire pareil, arbitrer rémunération dividende et puis rémunération immédiate, rémunération différée. Ce qui est important à retenir, lorsqu'on parle d'optimisation de la rémunération, d'abord, c'est qu'il faut absolument avoir une étude qui soit faite de façon globale, en prenant en compte l'enveloppe globale jusqu'au pouvoir d'achat après hier. Pourquoi? Parce que si je prends en compte que les charges, que l'impôt, etc., je m'arrête au milieu du gué, en fait. Je n'ai pas une vision globale de l'impact de mon choix stratégique. Okay. Et c'est notamment important aussi de prendre en compte les revenus pro, mais bien évidemment, puisque je vais regarder l'IR, de regarder aussi les revenus fonciers. On peut faire des choses également au niveau des revenus fonciers. Hein. On peut toucher des revenus fonciers sous forme de dividendes via une SCI à l'IS, par exemple. Hein. Il faut bien étudier les impacts patrimoniaux de ce type de choix, mais c'est des choses qui peuvent être faites aussi en termes d'optimisation. Hein. L'optimisation ne se limite pas aux revenus professionnels. Hein.
Bien important aussi de se souvenir que baisser son IR ou ses charges sociales ne signifie pas obligatoirement un gain. On est d'accord? Donc on a vu sur le tableau précédent, par exemple, que dans la situation SARL, j'allais avoir sûrement un impôt sur le revenu beaucoup plus élevé, donc une feuille d'imposition qui va me sembler moins avantageuse, mais au final, je suis gagnant. Donc il faut avoir confiance dans l'analyse globale. Okay. Et puis il est également important, notamment lorsqu'on fait des changements de statut, d'anticiper les flux de trésorerie, parce que vous savez que les charges sociales, notamment, il y a un décalage de charges sociales. On ne paye pas sur l'année N les charges sociales de l'année N. Voilà. Sur l'impôt sur le revenu, aujourd'hui, c'est sur l'année, hein, le prélèvement à la source. C'est anticipé sur l'année. Voilà. Voilà, donc c'est également important. On ne peut pas faire une étude, notamment impliquant un changement de statut, si on n'a pas anticipé les flux de trésorerie et si surtout vous n'êtes pas conscient, parce que il peut y avoir une première année d'activité où les charges décalées vont faire grossir la trésorerie. Il faut bien être conscient que cette trésorerie, c'est de la trésorerie, hein, c'est pas du gain. Il faut la garder pour les années suivantes. Hein, voilà. Donc là-dessus, je pense que Christophe, qui me fait des signes de la tête, est conscient, pas confondre chiffre d'affaires, bénéfices et trésorerie. Hein, voilà. OK. Alors voilà, j'ai terminé sur cette partie optimisation. J'espère que j'ai été clair et assez concis pour tout le monde. Je suis à votre disposition pour toutes vos questions si vous en avez. Je profite de l'intervention pour faire 2 petits rappels liés à la crise Covid-19. Il y a 2 thèmes d'actualité, moi, qui me touchent sur mon métier. Le premier, c'est le PGE. Voilà, je vous donne un conseil, vous en faites ce que vous voulez, j'ai envie de dire, mais le prêt garanti par l'État. Vous savez que qui dit prêt dit garantie emprunteur, hein, sur vos garanties emprunteurs sur votre prêt. Hein. La banque se protège. Vu les taux appliqués par les banques qui ont été imposés par l'État, hein, il est clair qu'il y a une forte chance pour que les banques décident de se rattraper peut-être un petit peu, je ne sais pas, hein, à vérifier, je subodore sur les garanties emprunteurs. Il faut savoir que si vous faites un PGE, moi ce que je vous conseille en termes de stratégie, c'est prenez l'assurance que vous confie votre banque. Aujourd'hui, la priorité, c'est pas de freiner le processus. Okay. Une fois que vous avez signé le prêt, sachez que vous avez 1 an dans le cadre de la loi Hamon pour remettre en concurrence votre assurance emprunteur et de la changer avec le partenaire de votre choix pour diminuer votre coût. Et gardez ça à l'esprit pour ceux qui ont fait un PGE. Première étape, obtenir le prêt. Donc là, je ne freine pas, je prends ce que me dit la banque. Deuxième étape, remettre en concurrence avec un partenaire capable de vous suivre là-dessus. Voilà pour le PGE. Et deuxième chose, vous avez peut-être vu passer l'info, comme quoi pour ceux d'entre vous qui ont des contrats Madelin indépendants, Bruno Le Maire a dit que les indépendants allaient pouvoir débloquer les contrats Madelin exceptionnellement. Les contrats Madelin sont bloqués jusqu'à la retraite en principe, hein, sauf dans les cas spécifiques de invalidité, décès du conjoint, liquidation judiciaire, chômage, etc. Ok, je ne rentre pas dans le détail. Ok, c'est pas encore, l'ordonnance n'est pas encore passée, hein, elle va sûrement arriver ou non, on ne sait pas. C'est un petit peu la cacophonie de ce gouvernement, donc une annonce faite même devant les députés, ça ne veut pas obligatoirement dire que ça va être mis en place. Hein. Voilà, mais sachez en tout cas que si vous voulez le faire, faites-le, si vous en avez besoin, mais avec la plus grande prudence, pour deux aspects principaux. D'abord, on a eu une chute massive des marchés financiers. Donc, vos contrats Madelin aujourd'hui sont si une part sont investis sur les marchés financiers, ils sont souvent au plus bas. C'est-à-dire que vous allez officialiser une perte. Donc, s'il y a d'autres choix de trésorerie, notamment le PGE avec des taux intéressants, il y a un arbitrage à faire. La deuxième chose, vous avez peut-être des garanties sur vos contrats. Là, je pense à Thierry, qui connaît très bien le débat, qu'il serait dommage de perdre parce que c'est des garanties de contrats anciens qu'on ne peut plus avoir aujourd'hui. Si malheureusement, vous seriez obligé de faire ce déblocage, donc, ça fait plusieurs si, hein. Si l'État met bien en place le dispositif et si vous êtes obligé de le faire, soyez aussi prudent sur quelle poche d'investissement vous allez prendre. Hein. Souvent, on a des contrats avec une partie en fonds euros, une partie en unité de compte. Voilà. Il ne faut pas faire le choix n'importe comment. Et là, les intérêts des assureurs ne seront peut-être pas les mêmes que ceux des assurés. Voilà. Les assureurs ont plutôt intérêt, entre guillemets, en ce moment, à se débarrasser de leurs fonds en euros, ce qui peut être aussi un intérêt pour l'assuré. Enfin, c'est du cas par cas. Il faut regarder en tout cas et, voilà, et le faire de façon indépendante de votre assureur. Voilà pour les deux petits conseils Covid-19 que je pouvais vous donner. J'ai terminé ma présentation.
Je ne sais pas combien de temps ça a duré. Je vous remercie pour votre attention.